Biden connaît Israël depuis une quarantaine d'années. Juste après la guerre des 6 jours, il a rencontré Golda Meir. Plus tard, il a rencontré, après la guerre de Kippour en 77, il a rencontré Begin. Donc, il connaît parfaitement, et c'est un ami personnel aussi de Benjamin Netanyahu. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient avec comme invité aujourd'hui Freddy Eitan. Bonjour Freddy et shalom. Bonjour, shalom. Freddy, vous êtes un diplomate israélien, plusieurs fois en poste en Europe et ex-ambassadeur de l'État hébreu en Mauritanie. Vous êtes actuellement directeur du département francophone du CAP, le Centre des affaires publiques et de l'État. En anglais, c'est le Jerusalem Center of Public Affairs, JCPA, une sorte de think tank stratégique israélien d'analyse géopolitique et diplomatique basé à Jérusalem. Et puis, vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur la scène politique israélienne, des ouvrages historiques aussi sur les différents dossiers du Moyen-Orient. Alors, Freddy, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que après la lune de miel entre, j'allais dire, le gouvernement Netanyahou et l'administration Trump, en tant qu'ancien ambassadeur et expérimenté, puisque vous avez longtemps été donc au sein de la diplomatie israélienne, que pensez-vous qu'Israël puisse faire aujourd'hui dans le cadre de ses relations bilatérales avec Washington pour préserver l'amitié traditionnelle entre Israël et les États-Unis? Bon, tout d'abord, il faut dire que ces 4 dernières années ont été vraiment, comme vous l'avez mentionné, une de miel. On n'a jamais vu un président aussi amical, aussi chaleureux pour Israël pendant ces 4 dernières années. On tourne une page, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera demain très dure avec les Américains. On a connu des présidents démocrates, parce que là, il faut dire que les relations entre les deux pays, entre l'Amérique et Israël, sont de longue date des relations profondes, sincères. On partage les mêmes valeurs universelles et aussi la sympathie à l'égard d'Israël est partagée au sein des républicains comme des démocrates. Maintenant, je crois qu'on a un peu négligé, Israël a un peu négligé le camp démocrate et aussi une grande partie de la communauté juive qui, je vous rappelle, en majorité écrasante, plus de 75%, ont voté pour Biden et non pour Trump. Donc, il y a des difficultés. Je pense qu'il est dans l'intérêt d'Israël, c'est tout d'abord de renforcer l'ambassade à Washington par un diplomate chevronné, par un poste permanent, parce que, comme vous le savez, il est inadmissible, je dirais même, qu'un ambassadeur soit aussi consul général à New York. Donc, il faut séparer les deux postes et mettre, donc, si c'est Erdan qui est aujourd'hui le nouvel ambassadeur, il doit exercer donc seulement à Washington et l'épauler avec un ministre plénipotentiaire qui est effectivement un diplomate de carrière. Et vous pensez que, peut-être avant d'examiner finalement dossier par dossier ce que pourrait être la politique Biden dans tous les bouleversements qui interviennent au Moyen-Orient, à titre plus personnel, individuel, on l'a répété, mais peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer, Biden est un ami d'Israël, pas seulement parce que démocrate, comme beaucoup de politiciens américains, mais à titre personnel, c'est un partisan chaleureux de l'État d'Israël. Mais évidemment, oui, il faut dire que Biden connaît Israël depuis une quarantaine d'années. Juste après la guerre des 6 jours, il a rencontré Golda Meir. Plus tard, il a rencontré, après la guerre de Kippour en 77, il a rencontré Begin. Donc, il connaît parfaitement, et c'est un ami personnel aussi de Benjamin Netanyahu. Je vous rappelle que Benjamin Netanyahu était ambassadeur à l'ONU, puis était le deuxième, donc numéro 2 à l'ambassade avec Moshe Arens quand il était ambassadeur. Donc il y a là des liens qui datent de longue date. Et c'est une grande différence, si vous voulez, avec les autres présidents démocrates, Obama ou Carter même, après
que Ford, le président Ford, a quitté le pouvoir. C'était Carter qui était là, mais Carter était un baptiste. Carter avait une certaine idée donc des relations avec Israël, et d'autre part Obama, qu'on a connu, que son premier voyage était au Caire, et son discours pour une réconciliation avec le monde arabo-musulman. Donc c'est tout à fait différent. Et là, c'est pour ça qu'il ne faut pas, chacun dit, les Israéliens sont choqués par la victoire de Biden, le gouvernement israélien, le gouvernement Netanyahou, même certains parlent de deuil, certains parlent de pessimisme. Non, je ne crois pas. Si on arrive, si on est assez sage pour expliquer la position israélienne, parce que le président Biden ne va pas annuler des décisions du président Trump. Et il y a deux choses très importantes. C'est-à-dire, d'une part, il ne va pas replacer donc une nouvelle fois, transférer une nouvelle fois l'ambassade de Jérusalem à Tel Aviv. Il continuera évidemment sur le plan palestinien, c'est-à-dire le dossier palestinien, à avoir sa formule pour deux peuples, deux États, mais on y arrivera. Mais sur le plan de l'Iran, on est aussi inquiet. Mais on peut arriver donc à un accord, à une entente. Alors justement, comme les dossiers sont fort nombreux, il y a les deux gros dossiers que vous avez cités, les dossiers prioritaires, à savoir justement le dossier palestinien et j'allais dire même avant, surtout le dossier iranien. En ce qui concerne donc la première question, la question palestinienne, on n'a pas trop l'occasion de répéter, et le temps de répéter, mais tout de même, après tout ce qu'a fait Donald Trump en reconnaissant Jérusalem comme la capitale historique d'Israël, en y transférant, comme vous l'avez rappelé, son ambassade, en instaurant une rupture diplomatique importante avec la tradition du département d'État qui considérait les villages et localités juives de Judée-Samarie comme des implantations illégales, alors que son administration a décrété qu'elles étaient tout à fait légales. L'ouverture par le plan Trump de l'option d'une souveraineté juive en Judée-Samarie, enfin en partie de la Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain, et puis surtout, les alliances historiques qui ont été nouées ces derniers mois, ces dernières semaines, on pourrait dire même, entre Israël et certains États modérés sunnites du Golfe. Est-ce que sur ce registre qui a trait en fait à la question palestinienne, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une nouvelle coopération entre Washington et Ramallah? On a entendu dire, je crois, ce week-end que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, allait justement demander à Biden, lorsqu'il le rencontrera pour la première fois, donc en janvier ou en février, dès son arrivée à la Maison-Blanche, il lui demandera le retour de l'ambassade américaine de Jérusalem à Tel Aviv. Est-ce que ça va être le dossier le plus grinçant pour Israël, le dossier palestinien, d'après vous? Le dossier palestinien ne trouvera pas de solution très rapide. Et donc, il est beaucoup plus complexe par rapport au dossier iranien. Parce que le dossier iranien est un dossier qui non seulement est pour Israël est un danger, le projet nucléaire donc iranien est un danger, je dirais même existentiel, mais aussi parce que les Américains aussi ne veulent pas, comme les Européens, comme le président Macron, refusent à tout prix catégoriquement que l'Iran se dote donc d'une bombe atomique. Donc il y a là une situation tout à fait nouvelle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une normalisation avec des pays pendant la période donc qu'on a eue avec le président Trump, il y a une normalisation avec les Émirats, avec le Soudan, avec Bahreïn. Donc, il y a une nouvelle donne. Il y a une récomposition, si vous voulez, du Moyen-Orient. Et cette nouvelle donne géopolitique change aussi la donne avec les Palestiniens. C'est-à-dire que les Palestiniens ne peuvent plus aujourd'hui dire qu'il s'agit là d'un problème qui est au cœur du conflit avec les Arabes. Non, puisque les Arabes, certains pays, ont noué ou ont renoué, si vous voulez, les relations avec l'État juif. Donc, dans ce contexte-là, on est dans une situation nouvelle. Et on a des atouts, effectivement, puisque vous le savez très bien,
que même les Émirats et même Abu Dhabi, Bahreïn et d'autres, et même l'Égypte, pensent d'une autre manière. Il faut régler le problème palestinien, mais il faut le régler dans un contexte régional. C'est-à-dire, si on règle les problèmes régionaux, il est plus facile de régler le problème palestinien. Il faut inverser la vapeur, c'est-à-dire renverser tout cela et avec des arguments assez solides. Maintenant, il est clair que Biden ne va pas retransférer ou remettre, si vous voulez, ou changer et ramener donc son staff à Tel Aviv. Non, il n'est pas question de là, mais peut-être Biden pourrait rouvrir, si vous voulez, un consulat sur le plan administratif à Jérusalem-Est. Et ça, c'est tout à fait normal dans le cadre des relations, puisque le consulat, en principe, je dis bien le consulat, contrairement au consulat de France à Jérusalem, je dirais que le consulat, en général, s'occupe des affaires administratives et non des affaires diplomatiques dans le sens propre du terme. Alors, à vous écouter en filigrane, on en retire, puisque tous les problèmes, tous les dossiers sont imbriqués, comme vous l'avez fort justement signalé, on a l'impression, donc à vous écouter, que, et c'est peut-être la question, je vais la préciser, est-ce que Biden va, selon vous, poursuivre cette politique de nouvelles alliances d'Israël avec les pays sunnites modérés? Et pour affiner cette question, est-ce que vous pensez que le pays qui est finalement clé dans cette dynamique, chaque pays est important, mais le pays clé, c'est l'Arabie Saoudite. On murmurait il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, avant les élections américaines, que c'était une question de quelques semaines pour que Riyad noue des relations avec Jérusalem. Alors, est-ce que, d'abord, c'est une double question, est-ce que vous pensez que Trump a le temps, puisqu'il a encore 2 mois jusqu'au 20 janvier, pour faire avancer ce dossier, et peut-être qu'on risque d'avoir des surprises, des bonnes surprises. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez que Biden, sur cet axe-là des nouvelles alliances, il va pousser le bouchon plus loin? Écoutez, concernant Trump, on a, comme vous l'avez dit, jusqu'au 20 janvier 2021. Donc, il y a plusieurs semaines, on a ici plusieurs semaines, puisqu'on ne peut pas d'ailleurs faire le bilan de la politique étrangère donc, du président Trump jusqu'au 20 janvier. Il se peut qu'il y aurait des décisions, par exemple, de nouvelles sanctions contre l'Iran, pour ne pas faciliter, si vous voulez, la tâche à Biden concernant l'Iran, d'une part. Deuxièmement, concernant la normalisation, je crois que Biden, d'ailleurs, a félicité Netanyahou concernant cette normalisation. C'est dans l'intérêt des États-Unis qu'Israël a de très bonnes relations avec les pays arabes, proches et lointains. Donc, c'est important sur le plan stratégique. Et donc, il y a là une situation que Biden va poursuivre cette politique entreprise donc par le président Trump. Mais d'autre part, je le répète, concernant l'Iran, Biden va probablement renouveler le dialogue avec l'Iran. Il va renouveler donc cet accord signé le 14 juillet 2015 à Vienne, c'est-à-dire cet accord qui offre, si vous voulez, d'une part, arrêter les sanctions contre l'Iran et permettre donc à l'Iran de ne pas poursuivre, si vous voulez, le projet nucléaire à certaines conditions. Mais je suppose que si Biden entreprend donc des relations avec Téhéran, bien que Téhéran aujourd'hui est perplexe sur le sujet, et Téhéran ne va pas changer, les ayatollahs ne vont pas changer du jour au lendemain leur politique vis-à-vis du Satan américain, mais cela dit, il est clair que le président Biden va essayer de signer un nouvel accord avec les Européens, principalement avec le président Macron, pour avoir ce qu'on appelle un accord plus robuste, c'est-à-dire d'une part essayer de limiter par tous les moyens, par certaines clauses, l'uranium enrichi, donc enrichir l'uranium pour fabriquer la bombe atomique, mais aussi sur le plan balistique, puisque, comme vous le savez, l'Iran possède des missiles et
des balistiques qui peuvent atteindre aussi une partie de l'Europe et évidemment Israël. Donc là, ils peuvent aussi le doter par des ogives nucléaires. Dans ce cadre-là, évidemment, il y aura des limites, des lignes rouges de la part des Américains qui diront qu'effectivement, si vous voulez renouveler, on va ouvrir le dossier, mais on va le refermer et ouvrir une nouvelle page concernant les relations. Parce que Alors, Israël, il faut le dire, Israël ne souhaite pas la guerre avec l'Iran. Israël ne souhaite pas et préfère, et je suppose que Netanyahou serait d'accord d'avoir un accord robuste, solide, qui ne permettra pas donc jamais à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Alors, à l'écoute de ce dernier week-end, vous y faisiez encore allusion à l'instant, de certaines déclarations de hauts responsables iraniens qui, d'un côté, sous cap, se montrent évidemment très satisfaits de la défaite de Trump, mais en même temps, ces déclarations qu'on a entendues ici et là concourent à affirmer que Téhéran n'acceptera pas de réouvrir la négociation sur le traité de Vienne, c'est-à-dire que soit les États-Unis y reviennent en tant que tels, soit il y aura pas d'accord. Alors peut-être c'est une position de départ, mais est-ce que vous ne pensez pas que au-delà de bon, c'est un lourd dossier pour Biden, il va monter son administration. Est-ce qu'il n'y a pas de la part des démocrates un risque qu'à nouveau on dérape dans une certaine naïveté qui accorde du crédit aux déclarations, aux prises de position iraniennes, alors que les Iraniens ont toujours deux, trois longueurs d'avance, ils se jouent disons, d'une certaine bonne foi ou d'une certaine crédulité européenne ou américaine. Et est-ce qu'on risque pas d'aller de Caribe en Scylla, c'est-à-dire que les Américains, comme vous disiez, vont vouloir réouvrir la négociation, et les Iraniens vont les rouler à nouveau dans la farine? Écoutez, on connaît bien les Iraniens, c'est par la ruse toujours, et par des combines. Ils ont dissimulé plusieurs sites nucléaires, comme vous le savez. Ils n'autorisent pas tous les inspecteurs de Vienne, donc de l'AIEA, donc de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, d'inspecter tous les sites. Il y a des sites dans la roche, donc dans les montagnes, qui c'est très difficile d'y arriver. Il y a le site d'Arak, il y a d'autres, des centrifugeuses aussi vraiment sophistiquées qu'ils n'arrivent pas à savoir, à contrôler tout cela. On le sait parfaitement. Et on le sait aussi parce que, comme vous le savez, Israël a mené une opération assez spectaculaire en amenant tous les dossiers donc, d'Iran concernant le nucléaire. Donc, il s'agit là de savoir comment l'Iran va réagir. L'Iran se trouve aujourd'hui dans une situation catastrophique sur le plan de la pandémie, donc le coronavirus. Il y a eu plus de, on parle de 40 000 morts déjà en Iran. On parle de centaines de milliers de personnes atteintes donc par la maladie, par la pandémie. Et il y a une crise économique qui est due aussi aux sanctions américaines, des sanctions paralysantes donc de l'économie iranienne. Donc l'Iran veut sortir donc de cette quarantaine, veut sortir donc de cet isolement international, et je suppose que Biden, qui connaît parfaitement les dossiers depuis plusieurs années, qui était vice-président d'Obama, qui était beaucoup plus intransigeant qu'Obama concernant le dossier iranien, comme d'ailleurs tous les autres dossiers, puisqu'il voit avant tout la sécurité et la défense de l'État d'Israël, et je dirais même du monde libre, beaucoup plus. Donc je crois que Biden ne signera pas un accord très rapidement. Il préférera avoir des clauses qui limiteraient toute tentative de la part de l'Iran d'obtenir donc une sorte de porte de sortie, si vous voulez, concernant l'Iran et concernant les sanctions. Alors, une autre question, Fred Ethan, qui nous fait réfléchir, à nous qui sommes observateurs et qui essayons non pas de deviner, mais de faire une projection sur ce qui pourrait se passer. Une autre question importante qui fait partie des 4 ou 5 dossiers brûlants, ne serait-ce que pour le seul Moyen-Orient, je ne parle pas du reste de la politique étrangère américaine, c'est l'intransigeance et l'agressivité turque en Méditerranée orientale. On n'a pas besoin de rappeler les faits. Erdogan
le sultan, comme on l'appelle quelquefois, d'Ankara, se montre très agressif vis-à-vis de la Grèce, vis-à-vis de Chypre. Il place ses pions en Libye. Il a déjà placé ses pions dans la partie arabe de Jérusalem pour y faire s'y activer les organisations qu'il finance et aussi pour soutenir le Hamas. Bref, on a affaire à un pouvoir turc de plus en plus agressif qui fait monter les tensions, qui crée des crises artificielles comme celle qu'il a ouverte contre le président Macron il y a 15 jours après les 2 décapitations intervenues en France, décapitations islamiques. Est-ce que vous pensez que l'administration Biden va, elle, pouvoir aussi traiter le dossier turc et se montrer, j'allais dire, un peu plus ferme, paradoxalement, que l'administration Trump? Il semblait que Trump ait non pas des accointances, mais qu'il il n'était pas en opposition, je dirais, formelle avec Erdogan. Est-ce que vous pensez que là, paradoxalement, les démocrates vont pouvoir avancer des pions? Oui, écoutez, je crois que les démocrates, il faut comprendre que les démocrates aussi ont un dossier qui tient à cœur, c'est les droits de l'homme. C'est-à-dire que les démocrates, comme vous le savez, ont été très critiques au régime aussi égyptien concernant les droits de l'homme et l'Arabie saoudite. Il faut le dire aussi que c'est pour ça que non seulement l'Iran a été une menace pour l'Arabie saoudite, mais aussi le roi Salman et son héritier, si vous voulez, le jeune prince héritier, ont hésité au départ. Ils étaient les derniers à féliciter Biden parce qu'ils savent que les démocrates, en général, ont été très sévères vis-à-vis des droits de l'homme et donc concernant l'Arabie saoudite. Et d'ailleurs, il faut dire aussi, concernant aussi les Palestiniens, concernant en Chine et un peu partout dans le monde. Donc, vis-à-vis de la Turquie, je crois qu'Erdogan aura un adversaire assez farouche, assez dur vis-à-vis des droits de l'homme en Turquie. Comme vous le savez, des opposants sont en prison, la presse n'est pas tout à fait libre, il y a une censure dans les réseaux sociaux. Donc, tout cela est un atout pour les Américains concernant la Turquie. D'autre part, je ne crois pas et je crois que Erdogan sait très bien que aujourd'hui Biden a aussi un allié comme la France. Et la France devient un allié parce que Biden a une politique atlantique, c'est-à-dire dans le sens où il veut renforcer l'OTAN. Et je vous rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN et il y a des bases américaines en Turquie. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Mais je suppose que Biden va trouver une certaine entente. D'ailleurs, il faut dire que jusqu'à présent, Erdogan n'a pas félicité Biden, jusqu'à présent, il faut le dire. Et donc, Biden fera tout pour arrêter cette folie des grandeurs de ce sultan, de ce nouveau sultan qui veut revenir donc à l'Empire ottoman, puisque d'une part, il a une emprise en Libye, il attaque donc les Kurdes, il veut intervenir contre l'Arménie. Donc, il y a là une situation qu'on doit calmer, donc Erdogan, et je crois qu'avec une certaine politique sévère de la part des Américains, tout en continuant le dialogue, parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie est quand même un atout dans cette région du monde vis-à-vis, surtout parce que c'est un grand pays, une grande civilisation, et nous voulons avoir, donc les Américains veulent avoir donc des contacts permanents avec Erdogan et suppose que demain, Erdogan, il ne va pas continuer encore à être le président de la Turquie. Et donc, un jour, évidemment, ce Erdogan partira. Et il y a une opposition assez forte. Et on pense que toutes les critiques d'Erdogan concernant la France sont dues surtout à des problèmes intérieurs d'Erdogan parce qu'il risque son pouvoir par rapport, par exemple, au maire d'Istanbul qui est capable aujourd'hui
de la relève donc du régime, turc. Alors, autre sous-dossier de taille tout de même, même si ce ne sont pas les plus prioritaires, est-ce que vous pensez que l'administration Biden va, comme l'avait entrepris déjà l'administration Obama et Trump, finalement, même s'il était lui républicain, il y avait évidemment une ère des ruptures, mais les deux administrations précédentes avaient entamé des retraits américains militaires en Irak et aussi en Syrie. Est-ce que vous pensez que Biden va continuer et parallèlement, il y a une autre préoccupation, un autre sous-dossier, c'est ce qu'on appelle l'arc d'instabilité qui va de la Libye au Pakistan et où dans toutes sortes de pays de la Corne de l'Afrique, mais aussi du cœur du Moyen-Orient ou de la périphérie plutôt du Moyen-Orient, il y a les groupes Al-Qaïda et Daesh sont en train de relever de la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser que va faire Biden par rapport à ces deux séries de sous-dossiers, Irak, Syrie d'un côté et l'arc d'instabilité dont j'ai parlé de l'autre? Écoutez, je crois que la politique américaine va se poursuivre, c'est-à-dire que sera la même. Il n'y aura pas une intervention de soldats, d'augmentation de soldats américains on the ground, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sur le terrain. Donc il y a là, concernant la Syrie, concernant l'Irak, concernant d'ailleurs le Liban et d'autres pays, je crois que la politique américaine ne sera plus comme toujours, comme on avait à l'époque de Reagan et autres, il ne sera pas le gendarme du monde au Moyen-Orient. C'est-à-dire que de trouver des compromis, des contacts diplomatiques, ça va de soi, mais on n'enverra pas des soldats américains, on n'en va pas envahir une nouvelle fois l'Irak, on ne va pas lancer des opérations de grande envergure. Mais par contre, concernant le combat contre le terrorisme islamique, les Américains continueront et poursuivront donc cette politique et de l'Afghanistan. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il y a déjà des accords avec les Afghans. Il y a aujourd'hui une certaine, un apaisement, c'est différent aujourd'hui, mais il faut dire que si demain, comme vous l'avez dit, Al-Qaïda relève la tête, ou l'État islamique, Daesh, relève la tête, ça va de soi que les Américains seront les premiers, non seulement à défendre ces pays-là, mais aussi à défendre le monde libre concernant donc la lutte inlassable contre le terrorisme, qu'il soit en Europe, qu'il soit dans d'autres pays, qu'il soit en Libye, qu'il soit un peu partout. Donc c'est un combat que démocrates comme républicains partagent en Amérique. Mais Alors, pour être demain le gendarme du monde, évidemment, cela ne sera pas, je crois, surtout avec Biden, d'être là à tout prix et essayer de dicter la marche à suivre et la marche planétaire à travers le monde. Alors, dernière question, puisque nous arrivons presque au terme du temps qui nous est imparti, Freddy Ethan. En conclusion, il semble se dégager de vos analyses un certain optimisme. Alors, on pourrait, sans paraphraser la politique intérieure française des années 80, dire qu'il y aura de la continuité dans le changement ou du changement dans la continuité, mais en tout cas, ce ne sera pas une rupture difficile, pas seulement pour Israël, mais aussi pour l'ensemble des pays modérés de la région. Vous êtes finalement assez optimiste. Je suis optimiste, mais aussi réaliste. Il faut comprendre que cela pourrait avoir des malentendus avec les Américains. Si les Américains, demain, les conseillers, je dirais, de Biden, retourneront à la même politique d'Obama, ça, il y aura des malentendus, des divergences profondes. Il ne faut pas que la nouvelle administration Biden demande des conditions préalables à toute négociation avec les Palestiniens. Et donc, c'est ça, c'est ce qui est important. On ne doit pas nous dicter, nous, aux Israéliens, la marche à suivre. Nous voulons négocier, nous voulons ouvrir le dialogue, mais sans conditions préalables. Je crois que c'est très clair. Je vous remercie, Freddy Ethan, du temps que vous avez donné au studio Qualita. Et donc, on essaiera de se retrouver pour faire le point dans quelques semaines, puisque il risque de se passer pas mal de choses dans les 2 mois qui viennent, avant même l'installation de Biden à la Maison-Blanche.
Merci encore, bonne santé et à bientôt.